Essayez quelque chose avec moi. Lisez les 5 prochaines phrases sans toucher votre téléphone. Pas un regard. Pas de vérification de l'heure. Pas de défilement rapide pour voir s'il y a une notification. Si votre main tremble ou si vos yeux commencent à chercher un écran, ce n'est pas une faiblesse. C'est un conditionnement. Quelqu'un a discrètement appris à votre cerveau à fonctionner par réflexe plutôt que par raison. Vous réagissez, acquiescez et obéissez avant même de vous demander « Est-ce vraiment vrai ?» Voici comment cela fonctionne, et je vais vous le prouver en moins d'1 minute. Chaque jour, vous êtes entraîné dans une boucle silencieuse. On vous endort avec une stimulation sans fin pour que penser semble lourd. On vous divise en tribus pour que questionner devienne dangereux, et on automatise vos jugements pour que vos conclusions arrivent préinstallées. J'appelle cela la boucle d'extinction de la pensée. Une fois que vous la voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Ce matin encore, vous avez probablement défilé devant un titre qui a fait bondir votre pouls. Un commentaire qui vous a dit quoi croire et un bouton de partage qui a rendu cette croyance légitime. 40 secondes, 0 analyse réelle. Ce n'était pas vous qui décidiez. C'était la boucle qui se complétait. Et le pire, c'est qu'elle ne se contente pas de vous priver de votre capacité à penser. Elle vous rend confortable sans elle. Elle vous récompense pour le réflexe, pour l'approbation rapide, pour la réaction instantanée. Chaque « j'aime » est une tape sur la tête. Chaque cycle d'indignation est une étincelle dans votre système nerveux, et lentement, sans jamais le vouloir, vous devenez fluent dans le langage de la réaction et oubliez celui de la réflexion. Si une partie de votre esprit vous appartient encore, restez avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais vous emmener au cœur des systèmes conçus pour émousser votre clarté. Je vais vous montrer comment ils reconfigurent vos habitudes, détournent vos instincts et transforment votre propre intelligence en faiblesse. Et plus important encore, je vais vous donner les outils pour briser la boucle avant qu'elle ne devienne permanente. Car voici la vérité que personne ne dit à haute voix. S'ils peuvent discrètement tuer votre capacité à penser, ils peuvent discrètement choisir votre vie et appeler cela votre choix. Vous l'avez probablement ressenti sans avoir les mots pour le décrire. Un courant invisible qui vous entraîne, orientant vos pensées dans des directions que vous n'avez pas choisies. Ce courant a désormais un nom. La boucle d'extinction de la pensée. Quand vous nommez quelque chose, vous lui ôtez son camouflage. Vous transformez une vague inquiétude en un adversaire clair. Vous le rendez visible, ce qui le rend vulnérable. Et cette boucle mérite d'être vue pour ce qu'elle est vraiment, car elle opère dans votre vie en ce moment même. La boucle d'extinction de la pensée comporte 3 étapes. Elles ne se produisent pas toujours dans l'ordre, mais ensemble, elles forment un circuit fermé qui efface lentement votre capacité à penser par vous-même. Première étape, endormir. Il surcharge vos sens jusqu'à ce que l'idée de penser profondément semble épuisante. Les shots de dopamine viennent de partout. Défilement, notifications, alertes d'actualité, vidéos en lecture automatique, titres indignants, publicités clignotantes. Chaque tapotement délivre une microdose de stimulation qui rend le travail plus lent et silencieux de la réflexion semblable à une corvée. Vous avez entendu des gens dire « Je n'arrive plus à me concentrer ». Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est l'endormissement qui fonctionne exactement comme prévu. Il est plus facile de pacifier un esprit distrait qu'un esprit concentré. Deuxième étape, diviser. Ensuite, ils découpent la société en tribus et nourrissent chacune d'elles d'un régime soigneusement sélectionné de récits. Ces récits rendent le questionnement dangereux. Si vous sortez des croyances de votre tribu, vous risquez de perdre votre sentiment d'appartenance, le respect, voire des relations. Et quand la peur de l'exil plane sur chaque conversation, la plupart des gens apprennent à cesser de poser de vraies questions. À la place, ils répètent ce que leur groupe récompense et ignorent ce qu'il punit. La division ne se contente pas de polariser, elle paralyse. Quand vous êtes occupé à défendre votre camp, vous n'examinez pas la vérité. Troisième étape, automatiser. Enfin, il remplace votre propre jugement par des conclusions toutes faites. Les algorithmes, les médias, et même les autorités bien intentionnées vous fournissent des réponses embouchées, suffisamment satisfaisantes pour mettre fin à la recherche de la vérité. Plus vous consommez ces conclusions préfabriquées, plus vos muscles mentaux s'atrophient. Vous cessez de vous confronter à la complexité. Vous cessez de maintenir la tension entre des idées opposées. Et finalement, l'acte de penser devient inutile,
car la boucle l'a fait pour vous. Endormir, diviser, automatiser. Répétez cela suffisamment, et vous n'aurez plus besoin de faire taire ceux qui pensent. Vous vivrez dans un monde où de moins en moins de gens se souviennent comment faire. C'est pourquoi nommer l'ennemi est important. Sans nom, c'est juste la vie ou la façon dont les choses sont maintenant. Avec un nom, vous pouvez repérer chaque étape au moment où elle se produit. Vous pouvez faire une pause en plein défilement et dire « c'est l'endormissement ». Vous pouvez entendre un titre clivant et penser « c'est l'étape de la division ». Vous pouvez voir un fait tendance et vous demander « quelle conclusion suis-je sur le point d'automatiser dans mon cerveau ?» Et une fois que vous pouvez nommer la boucle, vous pouvez la briser. Première étape de la boucle, endormir. Imaginez ceci. Vous êtes en pleine conversation avec quelqu'un qui vous est cher. Il parle, vous acquiescez, et sans vous en rendre compte, votre main glisse vers votre téléphone. Vous ne savez même pas ce que vous vérifiez. Un message, un titre, un nombre dans un petit cercle rouge. Vous jetez un œil, vous faites défiler, vous relevez les yeux. Vous n'avez presque rien retenu de ce qu'ils viennent de dire. Voici la vérité inconfortable. Ce n'était pas un accident. C'était un conditionnement. Le piège de la dopamine. Le neuroscientifique Daniel Levant a montré que la personne moyenne traite aujourd'hui 5 fois plus d'informations quotidiennement qu'il y a quelques décennies. Chaque ping, chaque pop-up, chaque notification est une microdose de dopamine, la substance chimique de récompense du cerveau. Chacun vous apprend à vous interrompre vous-même, à chercher le shot. Le problème, la dopamine n'est pas conçue pour la pensée profonde. Elle est conçue pour la recherche. Et plus vous entraînez votre cerveau à chercher une stimulation constante, plus il devient difficile de maintenir le calme que la pensée exige. Avec le temps, votre base change. Le calme concentré commence à sembler inconfortable. L'ennui devient insupportable. La réflexion, fondement même de la pensée critique, devient quelque chose que vous évitez sans même savoir pourquoi. L'esprit qui surfe. La neuroscientifique cognitive Marianne Wolf avertit que nos cerveaux sont reconfigurés par la lecture numérique. Nous survolons les titres. Nous balayons les paragraphes. Nous sautons d'onglet en onglet comme des galets sur l'eau, sans jamais plonger assez pour voir ce qui se trouve en dessous. Voici une petite histoire que vous pourriez reconnaître. Vous vous asseyez pour lire un article. 2 paragraphes plus loin, vos yeux sautent au bas pour voir sa longueur. Vous survolez, peut-être faites défiler à mi-chemin, puis pensez, je le lirai plus tard. Vous le faites rarement. Ce n'est pas de la paresse. C'est l'étape de l'endormissement en action. L'endormissement ne consiste pas à vous rendre somnole. Il s'agit de vous rendre confortablement engourdi. Le muscle qui s'atrophie. Considérez l'attention comme un muscle. Plus vous le travaillez, plus il devient fort. Plus vous l'étirez avec des livres, des résolutions de problèmes et une pensée ininterrompue, plus il peut porter de poids. Mais si vous remplacez tout travail lourd par des répétitions rapides, des vidéos de 15 secondes, des citations embouchées, des listes, le muscle rétrécit. Bientôt, tenir une seule pensée dans votre tête pendant plus d'une minute semble une contrainte. C'est pourquoi « je n'arrive pas à me concentrer » est devenu un refrain culturel. Ce n'est pas que les humains ont soudain perdu leur discipline. C'est que l'environnement entraîne votre esprit à sprinter en cercle au lieu de marcher en ligne droite. Le climat parfait pour le contrôle. Et voici où ça devient sombre. Un esprit endormi est plus facile à contrôler. Quand penser semble être un effort, vous optez pour la réponse la plus facile disponible. Et la réponse la plus facile est généralement celle qu'on vous tend. Si vous avez déjà partagé un article sans l'avoir lu en entier, acquiescé à un point parce que tout le monde semblait d'accord, ou réagi instantanément sans vous arrêter pour demander « Attendez, est-ce que je crois vraiment cela ?» C'est l'endormissement qui fait son travail. C'est la première et la plus essentielle étape de la boucle d'extinction de la pensée. Car sans elle, les 2 autres étapes, diviser et automatiser, ne tiennent pas. Vous ne pouvez pas être divisé en tribus si vous pensez encore clairement. Vous n'accepterez pas des conclusions automatisées si vous avez encore l'énergie de les questionner. Ainsi, la boucle commence par s'assurer que l'acte de penser lui-même semble trop lourd pour s'en soucier. Briser l'endormissement. Le plus dangereux dans l'endormissement, c'est que vous ne le sentez souvent pas arriver. C'est pourquoi le nommer est important. La prochaine fois que vous vérifiez votre téléphone en pleine conversation,
Arrêtez-vous. La prochaine fois que vous ressentez l'envie de sauter à la fin d'un article, stoppez. Reconnaître cela comme le mode endormissement. Pas vous, mais la boucle. Car dès que vous pouvez voir l'endormissement pour ce qu'il est, vous affaiblissez son emprise. Et c'est là que commence le combat. De là, nous passons à la deuxième étape de la boucle, diviser, où l'endormissement se transforme en séparation. Et la séparation devient l'arme qui empêche les gens de tout questionner. Deuxième étape de la boucle, diviser. Si l'endormissement vise à émousser votre esprit, la division façonne le peu d'attention qu'il vous reste. Une fois endormi, la boucle passe à l'étape 2, diviser. Car rien n'enferme une personne dans une loyauté irréfléchie comme la peur de perdre sa tribu. Les mécanismes de la division. La division fonctionne en vous nourrissant de récits qui rendent le questionnement dangereux. Il ne suffit pas de vous donner des opinions. Ces opinions doivent devenir une partie de votre identité. Une fois qu'elles le sont, le désaccord n'est plus juste un débat. C'est une trahison. Les psychologues ont étudié cela pendant des décennies. Irving Janis l'a appelé la pensée de groupe. La tendance des gens dans un groupe à étouffer leurs doutes, ignorer les alternatives et se conformer au consensus pour le bien de l'harmonie. Le coût social d'être le dissident semble plus lourd que le coût d'avoir tort. À cela s'ajoute la preuve sociale. Notre impulsion naturelle à prendre nos repères dans la foule. Si tout le monde dans votre groupe est d'accord sur quelque chose, votre cerveau suppose que cela doit être vrai. Défiez cela, et vous risquez plus qu'une erreur. Vous risquez l'exil. Exemple dans le monde réel. Le piège des sections de commentaires. Passez 5 minutes dans la section des commentaires d'un post controversé, et vous le verrez se dérouler en temps réel. Une voix extérieure entre avec une question ou une perspective différente. Les réponses arrivent rapidement et hostiles. Moquerie, sarcasme, accusation. D'autres se joignent, pas toujours parce qu'ils sont en désaccord, mais parce que défendre le récit du groupe leur vaut approbation, likes et éloges internes au groupe. Ce n'est pas seulement le commentateur initial qui apprend la leçon. Chaque observateur silencieux qui regarde pense « Je ne serai pas la prochaine cible ». Et juste comme ça, la possibilité d'un dialogue ouvert s'effondre. Quand les titres deviennent des tests de loyauté, la division prospère sur des titres conçus non pas pour informer, mais pour provoquer l'allégeance. Vous les avez vus. Quiconque croit en X est ignorant. Le véritable ennemi, ce sont les gens comme. Ces titres n'invitent pas à la réflexion. Ils lancent un défi. Êtes-vous avec nous ou contre nous? Une fois ce cadre posé, les faits deviennent secondaires. Vous portez soit l'insigne de votre tribu, soit vous risquez d'être peint comme l'ennemi. Et quand vous êtes occupé à prouver votre loyauté, vous ne posez pas les questions plus profondes. Ce récit est-il vrai? Qui profite si je le crois? Que ne me dit-on pas? Une histoire que vous pourriez reconnaître. Je connais quelqu'un qui a perdu presque tous ses amis pour avoir posé la mauvaise question. Dans un chat de groupe, elle a simplement écrit « Et si c'était plus compliqué que ça ?» Elle ne prenait pas parti. Elle invitait à la nuance. En quelques heures, le chat a explosé. Les gens l'ont accusé d'être contre la cause. Ils ont cessé de l'inviter au rassemblement. Des mois plus tard, elle n'avait toujours pas reparlé à la moitié des gens qu'elle connaissait depuis des années. Son crime n'était pas le désaccord. C'était l'hésitation. Et dans un monde régi par l'étape de la division, l'hésitation est traitée comme une trahison. Le verrouillage émotionnel. La division fonctionne si bien parce qu'elle est émotionnelle, pas rationnelle. Plus vous ressentez d'indignation envers l'autre camp, plus vous vous liez au vôtre. L'indignation est addictive. Chaque pic de colère morale délivre une montée qui vous donne envie de plus. Les plateformes le savent. L'indignation, c'est de l'engagement, et l'engagement, c'est du profit. Le résultat, un cycle où votre identité se définit par ce à quoi vous vous opposez, et votre sentiment d'appartenance dépend de ne jamais remettre en question votre propre camp. Pourquoi la division compte pour la boucle? L'endormissement endort votre esprit. La division le durcit dans une forme. Elle crée une armure mentale contre toute idée qui pourrait vous sortir de la boucle. Une fois que votre tribu vous a donné la position correcte, vous cessez d'enquêter. Vous n'en avez pas besoin. Vous savez déjà où vous vous situez, et sortir de cette position semble dangereux. La boucle d'extinction de la pensée ne peut survivre sur l'endormissement seul. Elle a besoin de la division pour s'assurer que lorsque vous pensez,
Vous pensez selon des lignes préapprouvées et étroites, et que vous défendez ces lignes férocement contre toute nouveauté. Brisez l'emprise de la division. La première étape est de remarquer quand on vous demande de choisir un camp avant que tous les faits ne vous soient donnés. Faites attention à la manière dont les titres sont formulés, comment les conversations changent lorsque vous introduisez le doute, et à quelle vitesse l'indignation est récompensée. La division ne fonctionne que lorsque nous confondons la loyauté avec la vérité. Quand la vérité devient plus importante que la loyauté, la boucle commence à se fissurer. De là, la boucle passe à sa dernière étape, automatisée, où penser n'est pas seulement découragé, il est entièrement externalisé. Et une fois là, la boucle n'a plus besoin de contrôler votre tribu ou votre attention. Elle contrôle vos conclusions avant même que vous ne réalisiez que vous les avez faites. Troisième étape de la boucle, automatisée. L'endormissement rend la pensée profonde épuisante. La division rend le questionnement dangereux. Et maintenant, nous atteignons la dernière étape de la boucle. Automatisée. Le point où vous ne cessez pas seulement de penser par vous-même, vous cessez d'en avoir besoin. Le psychologue Daniel Kahneman a décrit 2 systèmes de pensée dans Penser, vite et lentement. Le système 1, rapide, instinctif, émotionnel, fonctionne automatiquement et avec peu d'efforts. Le système 2, lent, délibéré, analytique, demande de la concentration et de l'énergie mentale. Le système 1 est notre mode de survie. Idéal pour échapper aux prédateurs. Terrible pour évaluer des idées complexes. Le système 2 est notre mode de recherche de la vérité. Idéal pour raisonner, mais plus lent et plus fatigant. La boucle d'extinction de la pensée prospère en vous maintenant dans le système 1 autant que possible. Nous utilisons tous des heuristiques, des raccourcis mentaux, pour naviguer dans les innombrables décisions que nous devons prendre chaque jour. Elles ne sont pas intrinsèquement mauvaises. Sans elles, la vie serait paralysante. Mais voici le danger. Les plateformes, les médias et même les institutions ont appris à détourner ces raccourcis. Ils emballent des problèmes complexes dans des déclarations émotionnelles embouchées. Ils les répètent jusqu'à ce qu'elles semblent familières. Et ils les entourent de preuves sociales pour que vous les acceptiez sans question. Vous vous retrouvez avec un réflexe, pas une raison. Entrez dans le biais de confirmation, la tendance à chercher, interpréter et se souvenir des informations qui confirment ce que vous croyez déjà. La boucle vous prépare avec une réponse préchargée, puis vous inonde de signaux que cette réponse est correcte et sûre à tenir. Si vous avez déjà cliqué sur partager une affirmation simplement parce qu'elle correspondait à vos vues sans vérifier sa source, c'est l'automatisation à l'œuvre. Votre cerveau a obtenu la satisfaction d'avoir raison sans le coût de la vérification. Il n'y a pas si longtemps, une seule phrase a commencé à se répandre sur les réseaux sociaux. Les experts confirment que cette affirmation est désormais indéniable. L'affirmation était assez vague pour sembler plausible et assez provocante pour sembler urgente. Elle a accumulé des millions de partages malgré le fait qu'aucune confirmation de ce type n'existait. Pourquoi ? Le système en aime la clarté et la charge émotionnelle. Les heuristiques disaient « si c'est partout, ça doit être vrai ». Le biais de confirmation murmurait « ça correspond à tout ce que je pensais déjà ». En quelques heures, l'automatisation était complète. Les gens ne discutaient pas si c'était vrai. Ils discutaient de ce qu'il fallait faire à ce sujet, sur la base d'une prémisse non vérifiée. Garder en système n'est pas seulement pratique pour ceux au pouvoir. C'est rentable. Les plateformes gagnent plus d'engagement quand vous réagissez rapidement et émotionnellement. Les médias gagnent plus de clics avec une indignation simplifiée qu'avec une analyse nuancée. Les institutions bénéficient lorsque les bonnes conclusions sont atteintes sans débat public compliqué. Plus vous acceptez de conclusions sans examen, plus ces systèmes fonctionnent sans heurts et moins vous êtes susceptible de les perturber. Voici le piège. L'automatisation ne ressemble pas à de la manipulation. Elle ressemble à de l'efficacité. Je sais déjà ce que je ressens à ce sujet. C'est évidemment la bonne réponse. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Inutile de perdre du temps à débattre. En réalité, vous avez externalisé la partie la plus importante de la pensée, la pause entre l'information et la conclusion. Cette pause est l'endroit où vit la vérité. La première étape est de reconnaître quand votre réaction arrive trop vite. Si vous avez déjà une réponse avant d'avoir examiné les détails, arrêtez-vous. C'est le moment de passer du système 1 au système 2. Demandez, d'où vient cette conclusion ?
Que faudrait-il pour prouver que j'ai tort? Suis-je en train de réagir ou de raisonner? L'automatisation ne fonctionne que lorsque vous ne pouvez pas faire la différence. Une fois que vous le pouvez, la boucle perd son emprise. Endormir émousse votre concentration. Diviser rétrécit votre monde. Automatiser le scelle. Et si cette boucle reste intacte, vous ne perdez pas seulement votre capacité à penser. Vous la remettez à des systèmes qui n'ont pas vos intérêts à cœur. Mais la boucle n'est pas incassable. En fait, dès que vous nommez ces étapes, vous y mettez déjà des fissures. La prochaine étape est d'apprendre exactement comment en sortir délibérément, à plusieurs reprises, jusqu'à ce que penser redevienne vôtre. Jusqu'à présent, nous avons parlé des effets externes de la boucle d'extinction de la pensée, comment elle vous endort, vous divise et automatise vos conclusions. Mais il y a une victime plus silencieuse, plus personnelle, et c'est celle que la plupart des gens ne remarquent jamais jusqu'à ce qu'elle soit presque disparue. C'est la mort de votre dialogue intérieur. Le dialogue intérieur n'est pas seulement penser à soi-même. C'est l'espace privé où vous explorez des idées sans performance ni pression. C'est la voix qui dit « et si ?» et vous emmène sur des chemins qui n'ont pas de récompense immédiate. C'est là que vous testez vos croyances, répétez des possibilités, discutez avec vous-même et posez des questions que personne d'autre n'entendra jamais. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas urgent. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est exactement pourquoi il disparaît. Sous la boucle d'extinction de la pensée, les moments de calme mental sont remplacés par du bruit. Pas seulement du son, mais du bruit informationnel. Chaque pause dans votre journée est comblée. Vérifiez votre téléphone pendant que la bouilloire chauffe, défilez dans l'ascenseur, allumez un podcast dès que vous commencez à conduire. Avec le temps, les moments silencieux qui appartenaient autrefois à votre voix intérieure sont volés pixel par pixel, notification par notification. Et sans ce calme, votre esprit perd l'espace pour synthétiser, réfléchir et connecter les points de manière nouvelle. Krishnamurti a dit un jour, « Pour comprendre l'incommensurable, l'esprit doit être extraordinairement calme, immobile. » Ce calme n'est pas seulement reposant, il est fertile. C'est là que naissent la créativité, la sagesse et la clarté émotionnelle. Supprimez-le, et vous ne perdez pas seulement la paix, vous perdez la profondeur. La créativité meurt en premier. Sans calme mental, votre esprit ne s'égare jamais assez loin pour tomber sur les connexions inhabituelles qui suscitent des idées originales. La sagesse ne se forme jamais. La sagesse n'est pas juste de l'information. C'est une expérience vécue traitée par la réflexion. Si vous ne vous arrêtez jamais pour réfléchir, vous n'atteignez jamais l'insight plus profond. La régulation émotionnelle s'effondre. Le dialogue intérieur est l'endroit où vous traitez la frustration avant qu'elle ne devienne colère et la peur avant qu'elle ne devienne panique. Sans lui, vos réactions passent directement du stimulus à l'explosion. Le résultat, vous devenez plus réactif, moins imaginatif et plus dépendant des voix extérieures pour vous dire ce que vous pensez. La boucle d'extinction de la pensée ne peut survivre si vous passez trop de temps dans l'autoréflexion. Le silence vous donne l'espace pour remettre en question les récits, repérer la manipulation et remarquer le conditionnement. Alors, elle vous maintient endormi avec de la stimulation, divisée par des loyautés émotionnelles et automatisée avec des conclusions préchargées jusqu'à ce que votre dialogue intérieur ressemble à un étranger maladroit avec qui vous ne savez plus comment parler. Demandez-vous, quand avez-vous passé du temps seul dans une pièce sans atteindre votre appareil? Quand avez-vous suivi une pensée pendant plus de 5 minutes sans interruption? Quand vous êtes-vous contredit et avez exploré pourquoi? Si ces moments sont rares, votre dialogue intérieur n'est pas juste calme, il s'efface. Perdre votre dialogue intérieur, c'est vous perdre. Sans lui, vous ne vivez pas en tant qu'auteur de votre esprit. Vous vivez comme l'audience du scénario de quelqu'un d'autre. Et voici la vérité terrifiante. Quand vous cessez de vous parler, vous cessez de vous connaître. Et quand vous ne vous connaissez plus, n'importe qui peut vous dire qui vous êtes, et vous le croirez. Le combat pour récupérer votre esprit commence ici, dans l'espace silencieux qu'on vous a appris à combler. Et si vous pouvez le reconquérir, vous pouvez affaiblir toute la boucle. Maintenant, vous comprenez l'architecture de la boucle d'extinction de la pensée. Endormir, diviser, automatiser, et le coup caché qu'elle extrait, la mort lente de votre propre pensée. Mais la connaissance seule ne brise pas la boucle. Pour cela, vous avez besoin d'un système. C'est là qu'intervient le cadre ERA.
Un protocole en 5 étapes conçu pour restaurer la capacité de votre esprit à penser clairement, courageusement et indépendamment. Il est assez simple pour commencer aujourd'hui, mais assez puissant pour reconstruire les habitudes mentales que la boucle a discrètement démantelées. Réduire le bruit. La première étape est de couper l'alimentation la plus puissante de la boucle, la stimulation constante. Chaque ping, titre et défilement est une autre microdose de dopamine, gardant votre cerveau bloqué en mode réaction. Action. Choisissez 1 heure par jour comme zone sans dopamine. Pas de téléphone, pas de notifications, pas de réseaux sociaux. Utilisez ce temps pour une tâche profonde unique. Lire un livre, écrire à la main ou travailler sur un projet long. Bénéfices à long terme. La neuroscientifique Marianne Wolf a montré que la lecture profonde reconfigure littéralement le cerveau pour une pensée soutenue. Avec le temps, 7 heures tranquilles reconstruit votre capacité d'attention, le muscle mental dont dépend la pensée critique. Posez de meilleures questions. La boucle survit en vous nourrissant de réponses toutes faites. La manière la plus rapide de la perturber est de redevenir curieux. Au lieu de « est-ce vrai ?», ce qui déclenche souvent des réactions défensives, demandez ce qui rendrait cela vrai ou ce qui rendrait cela faux. Action. Au moins 1 fois par jour, notez une question sans réponse immédiate. Cela peut concerner une actualité, une croyance que vous avez, ou quelque chose qu'on vous a dit. Ensuite, passez 5 minutes à l'explorer sans chercher une conclusion instantanée. Bénéfices à long terme. Vous entraînez votre cerveau à rechercher la complexité plutôt que la simplicité. Un antidote à la pensée binaire qui facilite la manipulation de groupe. Intégrer des points de vue opposés. Une des armes les plus mortelles de la boucle est la division tribale. Elle prospère sur la croyance que l'autre n'est pas seulement faux, mais dangereux. Briser ce conditionnement nécessite une exposition délibérée à des perspectives opposées. Action. 1 fois par semaine, consommez quelque chose de réfléchi d'un point de vue avec lequel vous êtes en désaccord, un livre, un podcast, un essai. N'engagez pas pour gagner ou démystifier. Engagez pour comprendre. Bénéfice à long terme. C'est la pensée dialectique. Tenir 2 idées opposées sans précipiter leur fusion en une seule. Cela renforce la flexibilité cognitive et vous rend plus difficile à manipuler par les cycles d'indignation. Planifiez le silence. Le dialogue intérieur. Cette conversation silencieuse que vous avez avec vous-même est la première victime de la boucle. Sans lui, vous réagissez toujours au dernier input externe. Le silence n'est pas un luxe. C'est une compétence de survie pour l'esprit. Action. Réservez au moins 10 minutes par jour pour un silence délibéré. Pas de musique, pas de podcast, pas de bruit de fond. Asseyez-vous, marchez ou allongez-vous. Mais soyez seul avec vos pensées. Si votre esprit s'emballe, laissez-le faire. L'objectif est de vous réhabituer au son de votre propre pensée. Bénéfices à long terme. Les philosophes, de Marc Aurèle à Krishnamurti, voyaient le calme comme la source de la sagesse. Un silence régulier restaure votre capacité à observer vos propres pensées avant qu'elles ne se solidifient en croyances non examinées. Examinez les croyances. La boucle automatise le jugement en installant des croyances que vous n'avez jamais consciemment choisies. Pour récupérer votre esprit, vous devez mettre ces croyances en lumière et demander « D'où cela vient-il ? Qui profite si je continue à y croire ?» Action. 1 fois par semaine, choisissez une croyance que vous avez sur la politique, la culture, les relations ou même vous-même. Notez comment vous l'avez formée, quelles preuves la soutiennent et quelles preuves la contredisent. Bénéfice à long terme. C'est la métacognition. Pensez à votre pensée. Plus vous pratiquez, plus il devient difficile pour quelqu'un d'autre d'externaliser votre jugement à un algorithme, un titre ou un leader charismatique. La plupart des conseils de désintoxication se concentrent sur la suppression d'applications ou les pauses numériques. Le cadre ERA va plus loin. Il ne réduit pas seulement votre exposition à la boucle. Il reconfigure les habitudes qui rendent la boucle efficace en premier lieu. Réduire le bruit restaure votre attention. Poser de meilleures questions réactive la curiosité. Intégrer des points de vue opposés renforce la résilience contre la division. Planifier le silence reconstruit le dialogue intérieur. Examiner les croyances récupère le jugement. Chaque étape est à la fois un bouclier et une épée, protégeant votre esprit de l'influence de la boucle tout en vous rendant plus capable de pensée originale. Voici la partie la plus importante.
Briser la boucle n'est pas seulement personnel. Quand vous vivez ainsi, vous devenez la preuve vivante qu'une autre voie est possible. Vous montrez aux autres, amis, familles, étrangers, que vous pouvez penser sans peur, questionner sans hostilité et être en désaccord sans division. C'est pourquoi le cadre RA se propage. Il ne s'agit pas de forcer les autres à le suivre. Il s'agit d'incarner la liberté qu'il crée jusqu'à ce que d'autres ne puissent s'empêcher de remarquer la différence. La pensée critique est souvent présentée comme un luxe, une compétence pour les universitaires, les débatteurs ou les philosophes. Mais à l'intérieur de la boucle d'extinction de la pensée, ce n'est pas optionnel. C'est la survie. Quand vous apprenez à penser par vous-même, vous n'exercez pas seulement un muscle mental. Vous rejetez un système entier conçu pour vous rendre conforme. Chaque moment où vous faites une pause pour questionner, vous commettez un acte que la boucle était conçue pour empêcher. Ce n'est pas une compétence. C'est un acte de rébellion. L'histoire se souvient de ceux qui ont refusé de rendre leur esprit. Galilée, qui a défié la version de l'univers de l'Église. Socrate, qui a choisi la mort plutôt que d'abandonner la recherche de la vérité. Rosa Parks, dont le refus silencieux a brisé le charme des règles incontestées. Ces gens n'étaient pas nés avec une intelligence surhumaine. Ils étaient simplement réticents à externaliser leur jugement, quel qu'en soit le prix. Aujourd'hui, la punition est plus silencieuse, mais tout aussi réelle. C'est le bouton de désabonnement, le bannissement furtif, les portes fermées et les avertissements murmurés. Et pourtant, le devoir moral reste le même. Pensez même quand cela vous coûte du confort. Car la boucle ne veut pas seulement votre accord. Elle veut votre absence du champ de bataille des idées. Elle sait qu'une fois que vous êtes silencieux, elle n'a pas besoin de gagner l'argument. Elle gagne par défaut. Alors, le premier pas est petit, mais il compte. Questionnez l'histoire que vous entendez aujourd'hui. Restez en silence pendant 10 minutes et voyez ce que votre esprit dit avant de vérifier ce que pense la foule. Notez une croyance et demandez-vous qui vous l'a donnée. Ce ne sont pas de petits actes. Dans une culture entraînée pour le réflexe et la conformité, ils sont dangereux. Et voici le paradoxe. Une fois que suffisamment de gens commettent ces actes dangereux, la boucle s'affaiblit. Vous n'avez pas à la renverser seul. Vous devez seulement cesser de l'alimenter. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait quelque chose de rare. Vous avez pensé avec moi sans laisser la boucle vous détourner. Cela signifie que vous n'êtes pas juste un spectateur. Vous faites partie de la résistance. Et à l'ère du consentement fabriqué, la résistance commence par la décision simple et radicale de penser. Si vous êtes encore là, vous n'êtes pas comme la plupart des gens. Vous n'avez pas cliqué ailleurs quand cela devenait inconfortable. Vous n'avez pas reculé dans la distraction. Vous êtes resté. Vous avez écouté. Et cela me dit quelque chose d'important. Vous faisiez déjà partie d'une minorité éveillée. La plupart ne nous rejoindront jamais. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas. La boucle leur offre confort, certitude et appartenance. Et le coût de ces illusions est leur capacité à penser. Ils l'échangeront volontiers, sans jamais réaliser que le prix était leur propre esprit. Mais vous avez vu la machinerie maintenant. Vous savez comment elle endort, divise et automatise. Et vous savez aussi qu'une fois que vous l'avez vue, vous ne pouvez plus l'ignorer. Cela vous rend dangereux pour la boucle. Cela vous rend nécessaire. Ce n'est pas un mouvement de bruit ou de slogan. C'est une révolution silencieuse. Une révolution menée dans les actes les plus petits et les plus invisibles. Refuser le shot de dopamine, poser la question que personne d'autre ne posera, faire une pause avant d'accepter, écouter la voix dans votre tête avant que la foule ne l'étouffe. Ces moments ne font pas tendance. Ils ne deviennent pas viraux, mais ils se propagent, un esprit éveillé à la fois. Alors, voici ce que je vous demande. Parlez à quelqu'un de ce que vous avez appris aujourd'hui. Pas comme un débat, pas comme une dispute, comme une invitation. Pointez-les vers la boucle pour qu'ils puissent la voir par eux-mêmes. Partagez cette vidéo si nécessaire. Pas parce que c'est du contenu, mais parce que c'est un avertissement. Les mouvements ne commencent pas quand la majorité se lève. Ils commencent quand un petit groupe refuse de tomber. C'est là que nous sommes dans ce moment. Et donc, je vous laisse avec une question. Une question que vous porterez dans chaque conversation, chaque actualité, chaque titre à partir de ce moment. Quand ils essaieront de tuer votre capacité à penser, défendrez-vous?